merci à CCI de vous accueillir. Alors, pour lancer l'après-midi, donc le sujet de la numérisation, évidemment, il n'est pas En 34% des dirigeants de TPE de 1 à 9 salariés déclarent que la transformation numérique est déjà déployée ou en cours de déploiement. Je pense que ce que nous connaissons aujourd'hui va largement nous amener à reconsidérer ces chiffres et que la France était seulement classée 15e sur 28 États membres de l'UE au niveau de la compétitivité numérique. Alors, dans le secteur industriel, on le sait, la transition numérique ERP, PGI, communication, etc., c'est un critère essentiel de compétitivité. Mais bien sûr, il ne faut pas oublier les commerçants, les artisans, pour lesquels le numérique peut être un réel levier de positionnement sur leur marché. Et la crise sanitaire a particulièrement mis en évidence ce point-là. Les commerçants qui ont travaillé avec des sites Internet permettant la vente en ligne étaient bien mieux outillés pour faire face au changement de mode de consommation. Je vais avoir une intervention en deux temps. Un premier temps sur la présentation du plan de relance avec un focus sur le numérique, et puis un deuxième temps qui va être sur le rappel de l'ambition de France Num, qui sera l'objet des travaux de cet après-midi. Alors, il y a un mois, le gouvernement a présenté le plan de relance de l'économie de 100 milliards d'euros, baptisé France Relance. Il vise à ce que la France retrouve en 2022 son niveau d'activité d'avant la crise liée à la pandémie de Covid-19 que ce plan ait un réel effet sur l'emploi, puisque c'est une des conséquences, c'est qu'effectivement l'emploi aujourd'hui est menacé et voire atteint pour certains secteurs. On a 3 temps d'intervention de l'État au moment de cette crise. Sur le premier temps, qui est un temps mars à mai, c'est effectivement la mise en place de mesures défensives extrêmement fortes, ambitieuses et lourdes, les PGE, les appels à projets, les fonds de solidarité pour soutenir l'économie massivement. Quelques chiffres sur les Pays de la Loire. La Directe porte le dispositif d'activité partielle. À ce jour, on a dépassé le milliard d'euros d'indemnisation de chômage partiel au sein des entreprises. Et le mois d'avril, qui a été le mois le plus fort, où il y a eu l'appel à l'activité partielle, c'est à peu près 68 000 entreprises qui ont fait appel à l'activité partielle, couvrant 570 000 salariés. Donc vous voyez, c'est effectivement énorme. Sur les prêts garantis par l'État, à peu près 25 000 entreprises y ont fait appel pour un montant supérieur à 4,5 milliards d'euros. Les aides au titre du Fonds de solidarité ont concerné 180 000 entreprises et on est à 243 millions d'aides au titre du Fonds de solidarité. Et puis évidemment, il y a toutes les mesures de report de cotisations sociales qui dépassent le million d'euros sur l'ensemble de la région. Ça, c'était sur la période d'intervention massive jusqu'en mai. Sur le moyen terme, de juin à juillet, l'intervention, cette fois-ci, a été à destination de mesures, au titre de mesures sectorielles, une fois l'urgence passée et des premiers bilans tirés, pour soutenir les filières les plus impactées, évidemment l'aéronautique, le secteur automobile, le tourisme, les start-up également ont été concernés par un plan spécifique, et puis bien sûr le secteur de l'événementiel et le secteur de l'hôtellerie, des cafés et de la restauration, soutien qui perdure encore eu égard à la persistance de la crise sanitaire. On arrive en septembre où là, effectivement, le plan de relance se met en place, où après le gel de l'économie, il s'agit d'assurer un dégel progressif. C'est l'objet du plan France Relance, plan de 100 milliards d'euros qui est décliné en 3 axes, l'écologie avec 30 milliards d'euros pour atteindre la neutralité carbone en 2050, la compétitivité, 35 milliards d'euros pour soutenir l'économie dans un contexte
mondialisé extrêmement compétitif, et puis un aspect important aussi qui est celui de la cohésion sociale et territoriale, avec également 35 milliards d'euros. Alors, pour aller sur le sujet du numérique, qui est celui qui nous rassemble cet après-midi, le sujet du numérique, de la transition numérique des entreprises, c'est un des fils conducteurs de ce plan de relance, avec 7 milliards d'euros qui sont consacrés au numérique sur la période 2020-2022, avec deux axes. Un axe sur les technologies de pointe au soutien de la filière numérique. Là, c'est un axe qui concentre 2,4 milliards d'euros dédiés aux technologies de rupture, l'intelligence artificielle, l'informatique quantique, la cybersécurité, le cloud et puis d'autres encore. Et puis deuxième axe, un axe sur la transition numérique qui nous concerne un petit peu plus aujourd'hui, avec un objectif de profiter aux citoyens, aux entrepreneurs dans leur quotidien. Avec un élément important, c'est effectivement le fait que l'État se sent lui aussi impliqué et doit numériser son administration et ses procédures, avec une volonté que l'État soit exemplaire sur le sujet. C'est ainsi qu'on entend numériser, le gouvernement entend numériser d'ici 2022 les 250 démarches administratives les plus utilisées, donc un plan extrêmement ambitieux qui est porté par le gouvernement. Deuxième élément, c'est d'accompagner la transition numérique des commerçants, des TPE, des PME, des ETI. Et là, 385 millions d'euros serviront à financer la transition numérique de l'écosystème. Et un élément important aussi, c'est d'accompagner le citoyen, le salarié dans la transition numérique de son quotidien, et aussi lutter contre l'électronisme, qui est un frein évident concernant le développement du numérique. Et là, nous avons 300 millions d'euros qui sont concernés à ce dispositif. J'étais ce matin avec la région pour regarder comment, dans les formations, le sujet du numérique peut être intégré encore plus qu'aujourd'hui, puisque vous portez le programme de formation professionnelle des demandeurs d'emploi, pour effectivement accroître ce recours à la compétence en matière de numérique pour les demandeurs d'emploi. Et puis, l'autre élément, c'est lutter contre la fracture numérique en assurant la généralisation de la couverture fibrée du territoire. Et là, on a une enveloppe de 800 millions d'euros. Donc voilà, au travers de ces nombreux dispositifs que j'ai tenu à rappeler, le rôle de France Num est primordial. En effet, derrière ces montants conséquents se cache un autre enjeu, c'est celui de la mise en œuvre et de la logistique du dernier kilomètre, le fameux dernier kilomètre. Et pour nous, il est important que les entreprises se saisissent des dispositifs pour aller de l'avant. Je l'ai dit, donc on a quand même un gap, puisque un tiers des 3,8 millions de TPE françaises n'ont toujours pas de site internet. Le dirigeant qui est confronté à cela et qui veut numériser son activité est confronté à un double blocage, le financement d'une part, et puis deuxièmement, l'accès aux ressources compétentes d'autre part. C'est là que se trouve le rôle de France Num, en regroupant sur une même plateforme les accès au financement et aux ressources compétentes. Et donc, ça concerne les activateurs que vous êtes. L'État, conscient évidemment du rôle important de France Num, injecte 61 millions d'euros sur ce sujet. Maintenant, la main, elle est aux activateurs. Votre rôle est clé sur le sujet et votre action est déterminante. Donc, je tenais en conclusion à vous remercier de votre implication et à vous indiquer que, évidemment, les services de l'État sont à votre disposition pour vous apporter tous les éléments d'information sur ces sujets-là. Je pense que un des éléments clés de la réussite de la relance sera dans la réussite aussi de la transformation numérique. Voilà, je vous remercie et je souhaite que vos travaux de cet après-midi soient productifs. Merci. Bonjour. Bonjour à vous qui êtes dans la salle. Bonjour à ceux qui nous regardent par le canal digital notamment. Donc Laurent Prétreau, je suis conseiller régional des Pays de la Loire en charge de l'économie numérique.
Et donc je suis évidemment très, très heureux d'être ici aujourd'hui. Je suis sûr que cette journée, notamment, qui a débuté ce matin et qui se poursuit ici cet après-midi, sera extrêmement constructive. La transformation digitale, l'évolution digitale, la digitalisation, ce sont évidemment des sujets dont on s'est saisi il y a plusieurs années. Nous avons pour notre part, dès 2017, voté un plan régional de l'économie numérique qui s'est voulu être équilibré, évidemment, entre la partie de développement digital référente aux startups, et puis cette partie beaucoup plus liée aux besoins impératifs, donc de digitaliser les modèles de l'économie dite traditionnelle. Dès 2016, en réalité, on a porté un regard et des enveloppes assez importantes sur la question de l'aménagement, puisqu'évidemment, il y a la question évidemment de faire en sorte que les tuyaux arrivent là où il faut pour que le digital puisse ensuite s'opérer. Cette transformation digitale, donc, c'est une des priorités à partir de 2017 pour notre région, avec des plans notamment concernant l'industrie du futur, concernant le commerce du futur. Vous faisiez référence notamment au besoin de, évidemment, traiter la digitalisation dans le milieu industriel, mais aussi auprès des artisans. Bien entendu, ce sont des sujets extrêmement importants. Et puis, deux dispositifs majeurs que sont Pays de la Loire Conseil, Pays de la Loire Investissement Numérique. On aura l'occasion d'y revenir un petit peu plus tard. Mais en réalité, on est parti du principe que les entreprises, avant de déterminer leurs besoins d'un point de vue technique, avaient souvent, et pour ne pas dire dans tous les cas, besoin d'être accompagnées d'un point de vue du conseil. Et c'est la raison pour laquelle on apporte des dispositifs qui permettent véritablement aux chefs d'entreprise de se positionner en termes de stratégie d'entreprise et comment la digitalisation devient véritablement un levier de développement et de croissance, aussi bien pour son organisation que pour sa croissance en tant que telle. À titre d'exemple, donc, sur ces 3 dernières années, c'est plus de 619 entreprises accompagnées pour un petit peu plus de 6 millions d'euros de sommes allouées. Donc ça, c'est un préambule qui effectivement démontre que ces questions de digitalisation, bien évidemment, on s'en est saisi, et heureusement depuis déjà quelques années. Et c'est aussi ce qui nous permet très probablement de pouvoir agir sur les sujets que je vais développer désormais. Alors c'est vrai que cette crise du Covid, évidemment le numérique a été une émergence extrêmement forte durant le confinement. On l'a tous vécu, on l'a tous vu, avec évidemment ce confinement, le télétravail qui se met en place, du coup un impact sur les modes d'organisation des entreprises. Et là on a bien vu qu'avec cette crise, il est à la fois nécessaire d'aller plus loin, mais nécessaire également, pour aller plus loin, d'être beaucoup plus précis dans notre capacité à toucher véritablement les cibles qui sont les nôtres à partir de dispositifs existants dans un premier temps. C'est la raison pour laquelle on a bien vu que les entreprises qui avaient déjà amorcé ces questions de digitalisation ont plutôt mieux traversé, ou moins mal, selon les cas, cette période de confinement et cette crise jusqu'à présent, ont plutôt mieux résisté que celles qui, évidemment, n'avaient pas engagé ce virage. Ça s'est particulièrement vérifié à ce moment-là. À titre d'exemple, nous avons nous-mêmes, Conseil régional, réalisé une session au mois de mars, si ma mémoire est bonne, donc juste 15 jours ou 3 semaines après le confinement, pour pouvoir voter, par exemple, en utilisant le distanciel, un plan d'urgence pour le soutien notamment à l'économie. Donc on s'est appliqué évidemment à nous-mêmes cette capacité par ces outils à fonctionner dans la situation inédite que nous vivions. Cette pandémie, elle a en tout cas, je ne sais pas si on peut dire qu'elle a eu le mérite, mais en tout cas, une chose est certaine, elle a absolument accéléré de façon vertigineuse cette vision du besoin d'accélérer la transformation digitale et de faire en sorte que cette transformation digitale, vous le disiez tout à l'heure, couvre et touche par obligation le 1,5 million d'entreprises qui n'ont pas encore de site web aujourd'hui. C'est vrai que quand on entend ça, ça paraît quelque chose d'assez incroyable, et pourtant c'est une réalité. Et au-delà de ceux qui ont des sites internet, on sait bien que dans les pratiques, dans les usages, dans la question véritablement de ce qu'on fait en termes de stratégie du quotidien
pour des déploiements à long terme d'activités, là aussi, il y a encore énormément de questions et un vrai besoin d'acculturation, donc d'accompagnement, d'où nos dispositifs à la fois sur le conseil, l'accompagnement et sur la solution logicielle notamment. Alors au-delà de la crise en elle-même, on a évidemment de nouveaux enjeux. Vous avez parlé du dernier kilomètre, bien évidemment. L'e-commerce prend une dimension tout à fait exceptionnelle. Certainement accélérée par cette crise, encore une fois, qu'on traverse, mais c'était de toute façon un développement qui n'allait pas se réduire, mais il y a eu évidemment une accélération. Plus que jamais, les entreprises doivent évidemment aller sur ce terrain de la numérisation. Je suis désolé, j'ai un petit peu de buée dans mes lunettes avec le masque. Et donc, considérer véritablement le digital, je l'ai dit, comme un levier de croissance. Alors, dans le cadre du plan de relance, puisque évidemment, sorti du confinement, on a été, puisque nous sommes en charge notamment, entre autres, du soutien à l'économie, on a été amené début juillet à voter donc un plan de relance avec une volonté très forte pour ce qui concerne le numérique, d'encore accélérer nos déploiements. Ce qui est important pour nous, c'est que les dispositifs que l'on crée soient connus et finalement soient utilisés par le plus grand nombre. Un dispositif n'a pas de sens s'il reste sur des étagères. Donc évidemment, on doit, et ça a été un des points que nous avons mis dans ce plan de relance notamment, qui est constitué de 3 axes pour la partie numérique, c'est renforcer la visibilité et la communication notamment des dispositifs existants. On a toujours tendance à réinventer les choses, mais on a déjà des dispositifs qui existent et qui doivent être utilisés encore plus grandement. Donc renforcer la communication notamment auprès des cibles. Les cibles que sont les entreprises, notamment pour ce dont on parle aujourd'hui, mais aussi des usagers de différents profils. La crise a montré, je l'ai dit, sur le télétravail, forcément un impact sur la partie RH dans l'entreprise. Donc comment aujourd'hui véritablement traiter cette question-là dans l'organisation même de l'entreprise. Il y a aussi eu un vrai sujet sur les questions de cybersécurité. Nous avons des dispositifs sur ces sujets-là, donc là encore, on porte aujourd'hui des communications beaucoup plus précises sur ce type de dispositif, par exemple, où il y a encore quelques mois et au moins avant la crise, tout ceci était peut-être un petit peu englobé, on va dire, dans une démarche de digitalisation. Là, il nous semble important de véritablement sensibiliser par les bons canaux, par les bons messages. Donc, un effort très fort en termes de communication pour mieux cibler, justement, l'impact en réalité possible de ces dispositifs. Deuxième décision, c'est l'engagement notamment sur la plateforme France Num, puisqu'on souhaite évidemment, c'est une politique que l'on mène là aussi, simplifier le plus possible l'accès pour les usagers d'une manière générale à tous les dispositifs, les aides, quelles qu'elles soient, portées notamment par la région. Et sur la question numérique, il nous semble que les entreprises ligériennes, comme d'autres en France, mais au moins pour celles qui nous concernent, doivent pouvoir trouver sur ce lieu ressource-là notamment, avec plus de facilité, plus d'accès, donc à la fois des dispositifs, à la fois des opérateurs, à la fois un ensemble donc de moyens qui peuvent permettre de répondre à leurs besoins. Et puis enfin, troisième axe, nous lançons, et on y reviendra plus en détail un petit peu plus tard, une AMI, donc un appel à manifestation d'intérêt, spécifique au numérique. Cette AMI a été votée le 25 septembre. Vous voyez, donc on est, comme vous avez eu, je crois, hier ou la semaine dernière des éléments, ce que vous disiez. Nous, c'est très récent. Donc cette AMI numérique qui vise, là encore, à travailler avec des opérateurs qui vont être en capacité d'un côté, par un mode opératoire assez collectif, pouvoir, encore une fois, démultiplier des solutions sur les territoires et faire en sorte qu'on puisse à la fois continuer à cibler, continuer à informer, continuer à toucher le plus possible justement les besoins. Donc on va y revenir, je ne vais pas trop m'écarter sur cette intervention. Simplement vous dire que, évidemment, on est certainement encore qu'au début de l'histoire pour la digitalisation. Beaucoup reste à faire. On est évidemment pleinement mobilisé. On a un ensemble d'acteurs, l'État bien évidemment, et puis un ensemble de collectivités qui, je crois, ont toutes compris
en tout cas l'intérêt de porter des solutions qui soient à la fois complémentaires et qui permettent véritablement de toucher les besoins sur les territoires. Donc c'est dans ce sens-là qu'on s'inscrit, en tout cas pour ce qui concerne la région des Pays de la Loire, derrière notre présidente Christelle Morancé. Et cette relation à l'entreprise, elle est évidemment essentielle. Les Pays de la Loire, on a quand même une particularité, ce n'est pas exclusif à notre région, mais on a beaucoup d'entreprises familiales, beaucoup de TPE, de PME, d'ETI, qui sont justement face à des enjeux peut-être encore plus grands dans ce qui concerne leur organisation et l'impact du numérique sur leur futur. Donc voilà comment, en tout cas, nous voyons, nous, le développement du numérique et notre place sur ce sujet. Je vous remercie, puis on aura l'occasion de revenir sur d'autres éléments. Je veux bien la... D'accord. Bonjour à tous. Donc, je suis Jean-Christophe Juvin, je travaille à la Direct, où je suis chef de projet innovation numérique. Donc un sujet qui englobe évidemment France Num. Alors France Num, c'est le thème qui nous réunit tous ici aujourd'hui, et je vais rentrer un petit peu plus dans le détail au cours de cette présentation. Alors, simplement pour reposer rapidement le contexte, tout simplement nous sommes en 2017, le numérique bouscule tous les pans de l'économie. Effectivement, tandis que quasiment la France entière est connectée à Internet, on constate que seulement 17% des PME profitent d'Internet et utilisent le numérique, le digital, comme levier de compétitivité, comme levier de croissance. C'est évidemment trop peu, insuffisant. Le constat, on peut également le faire encore de nos jours. Donc, il faut inciter les entreprises à engager la transition digitale et numérique. Et c'est ainsi qu'est née l'initiative France Num. Alors France Num, qu'est-ce que c'est ? France Num, c'est une dynamique, c'est un label, c'est une communauté d'activateurs dont vous êtes tous, dont vous faites partie. Et je vais rappeler les objectifs justement de cette bannière qui nous réunit. France Num donc, a pour objet de fédérer une communauté d'activateurs, c'est-à-dire d'apporteurs de solutions, d'institutionnels, de conseillers, que ce soit des conseillers en numérique ou des conseillers en financement du numérique. France Num a pour objet justement de rendre plus visible et plus structurée l'offre de l'accompagnement dans le numérique grâce à une bannière, grâce à une marque commune, permet de soutenir sous ce label tout un tas d'actions et d'initiatives sur le territoire, donc d'apporter de la visibilité et de la cohérence. Et enfin, et ce n'est pas le moins important, permet d'apporter une offre de financement aux entreprises, aux PME, aux TPE, qui voudraient s'engager dans leur transition numérique et digitale. Alors, je disais que c'est une communauté actuellement de plus de 1900 activateurs. Alors, par activateur, derrière ce terme, finalement, ce sont des conseillers numériques, ou conseillers plutôt techniques, des conseillers en financement, des activateurs institutionnels, que ce soit l'État, que ce soit le Conseil régional, la Banque de France et d'autres, bien évidemment. Et puis, évidemment, tous les offreurs de solutions, c'est-à-dire toutes les entreprises qui ont des compétences dans le numérique, des compétences dans la transition digitale et qui sont à même d'accompagner les entreprises. On peut penser également à d'autres institutions telles que ADN Ouest, très présentes dans l'Ouest et qui accompagnent évidemment bien des PME de notre territoire. Donc c'est une bannière sous laquelle se rangent dans la région à peu près 130 activateurs. Et donc un message à ceux qui ne seraient pas encore activateurs. Vous allez voir à la fin de ma présentation comment on peut le devenir. Et je vous invite évidemment à faire ce geste et à adhérer à la démarche en devenant activateur France Num. C'est également, France Num, j'oubliais, des entreprises qui ont réussi leur transition numérique et digitale et qui peuvent devenir témoins, qui peuvent devenir leaders et force d'entraînement pour d'autres entreprises. Alors, France Num a servi à soutenir d'autres actions, des actions de promotion du numérique un peu partout sur le territoire.
Il y a eu le Tour de France de la transformation numérique opéré par un des syndicats des PME du numérique, le Salon des entrepreneurs de l'année dernière, le Congrès de l'Ordre des experts comptables, etc. Là également, vous en tant qu'activateur, surtout si vous êtes activateur institutionnel, n'hésitez pas à faire labelliser vos événements France Num. Ça donne de la visibilité, ça permet de repositionner l'événement et de lui donner du corps. C'est également donc des dispositifs financiers. Donc, comme l'a rappelé très justement Jean-François Dutertre, le numérique, c'est un petit peu le fil conducteur, c'est un des fils conducteurs, un des piliers du plan de relance, avec plus de 7 milliards qui y sont consacrés. Parmi ces 7 milliards, 1,7 milliard consacré plus spécifiquement à la transition numérique et digitale, et 61 millions plus précisément alloués à France Num. Alors comment vont être dépensés cet argent et bien, notamment sous forme de garantie de prêt, un outil qui n'est pas encore opérationnel mais qui le sera d'ici la fin de l'année, et qui consiste effectivement à proposer des outils de financement très avantageux à des TPE-PME souhaitant financer un projet de transformation numérique, et peut-être même d'autres outils qui viendraient compléter celui-ci et qui seront annoncés dans les semaines et mois à venir. Et puis évidemment, c'est également une plateforme, un site internet de convergence de toutes les, j'allais dire, les bonnes idées, les bonnes initiatives, les bonnes pratiques en matière de numérique. Un site internet qui vous permet aussi de retrouver l'activateur près de chez vous, c'est-à-dire l'apporteur de solutions, quel que soit votre besoin, voilà, près de chez vous, et à même de vous aider, que ce soit sur le plan de l'ingénierie financière de votre transformation digitale, que ce soit sur d'un point de vue plus technique, pour vous accompagner techniquement pour opérer cette transformation. Alors, voilà comment se présente ce site internet que vous connaissez déjà certainement, un site internet qui est en cours d'évolution et qui s'améliore, j'allais dire, de jour en jour, et pour lequel une refonte est également annoncée dans les mois à venir pour le rendre encore plus opérationnel et encore plus convivial. Donc, pour ceux qui n'auraient pas eu encore jusqu'à présent la curiosité de le découvrir, voici comment ça se présente. Vous avez tout en haut une bannière qui vous permet, selon des onglets déjà, de naviguer par thème. Alors par exemple, vous pouvez, si votre recherche concerne la recherche de financement de votre projet, il y a un onglet adapté. Ensuite, un parcours de questions et de choix déroulants vous permet de trouver un activateur, par exemple, près de chez vous. Vous pouvez également consulter des témoignages de TPE-PME qui ont réussi leur transition numérique ou qui ont franchi une étape et qui souhaitent témoigner, ou qui apportent leur témoignage et qui montrent surtout combien la transition numérique, finalement, c'est pas si difficile et combien ça peut vous faire passer dans une autre dimension. Vous pouvez donc évidemment recevoir des conseils personnalisés, trouver un conseiller qualifié près de chez vous, etc. Et puis enfin, repérer des événements. Là aussi, en tant qu'activateur, je vous invite à signaler les événements que vous organisez pour qu'ils soient tous référencés effectivement sur cette plateforme et que France Num soit vraiment un lieu unique de convergence de toutes les initiatives près de chez vous ou nationales en matière de numérique. Voilà. Alors, pour les très rares d'entre nous qui ne seraient pas encore activateurs, pour le devenir, eh bien, c'est très simple. Tout en haut de la page précédente, vous voyez parfaitement en haut à droite un onglet « Se connecter ». Et quand vous allez sur cet onglet « Se connecter », eh bien, vous tombez automatiquement sur cette page-ci qui s'appelle extranet.francenum.gouv.fr et qui vous permet ensuite, grâce à un parcours tout à fait fléché et intuitif, de commencer votre inscription et de vous inscrire, de vous faire référencer en tant qu'activateur. Voilà. J'ai détaillé très rapidement le parcours. Vous devez notamment prendre connaissance et adhérer à la charte d'usage de France Num.
une charte somme toute tout à fait classique. Vous personnalisez le modèle de lettre d'engagement, où vous vous engagez effectivement à respecter toute adhérer à la charte, à respecter, je dirais, les règles déontologiques, c'est le terme que je cherchais, dans l'accompagnement des entreprises, le secret professionnel, etc. Vous remplissez le formulaire, et puis, bienvenue dans la communauté des activateurs de France Num. Voilà, vous pouvez suivre France Num sur Twitter et tous les réseaux sociaux et la chaîne YouTube. Et place à la suite des présentations. Bien, bonjour à tous et bonjour à vous qui êtes également connectés. Donc je suis Anne Bluteau, moi je suis dirigeante d'une société qui est basée sur Nantes et qui est investie dans le digital. Et aujourd'hui donc je vais animer cette table ronde qui va se poursuivre. Avec d'abord la présentation de Vicky Pajon, donc de la Banque de France, sur le contexte de crise sanitaire. Ça nous permettra d'avoir une vision un petit peu macro de ce qui s'est passé sur cette année. Je rappellerai également un point sur les freins, parce que finalement on parle beaucoup de la digitalisation, on est confronté, nous prestataires, au long cours avec nos clients prospects sur leurs freins en fait à la montée dans cette digitalisation. Donc on pourra aussi faire un petit tour d'horizon sur ce qui ressort. Un point donc sur on parlait des associations et des regroupements qui sont dans les territoires. ADN Ouest qui est présent aujourd'hui, donc nous fera aussi un retour d'expérience sur les mises en place, les actions qui sont mises en place pour activer, pour donner vraiment du concret sur le terrain. Et puis on creusera un petit peu plus sur ce qui a été l'annonce phare et ce qui est la nouveauté qu'on veut délivrer aujourd'hui sur les revues des dispositifs. Donc tout d'abord d'un point de vue national, donc on accueillera Christophe Laurin, donc de la Direct, qui nous fera un premier topo. On reviendra avec Laurent Prétro sur l'ensemble des aides un peu plus en détail, de façon à bien comprendre en fait ce qu'on peut activer, parce qu'en tant qu'activateur, on compte sur nous, mais on a besoin de comprendre. Donc on va pouvoir creuser ce point-là. Et puis également avec Hélène Massot, également de la région, on va pouvoir creuser, en tout cas avoir un premier retour d'expérience sur les aides les plus demandées. C'est vrai qu'on se pose la question, il y a des aides qui sont décidées. Finalement, qu'est-ce qui est mis en œuvre? On va pouvoir avoir un premier retour. Voilà, donc tout d'abord, je vous demande d'accueillir sur scène donc Vicky Pajon Deslémasures de Banque de France. Bonjour à tous. Donc effectivement, on a prévu cet après-midi de vous faire un premier coup de projecteur sur la conjoncture des entreprises de notre région. La Banque de France est un observateur de l'économie et à ce titre, on sonde très régulièrement les chefs d'entreprise. Alors, qu'est-ce qu'ils nous racontent dans ce contexte de crise sanitaire? Eh bien, c'est déjà qu'à la fin de l'été, un tiers des entreprises déclaraient avoir déjà retrouvé un niveau d'activité dit normal. Et en fin d'année 2020, ces entreprises seraient plus de la moitié. Donc, c'est quand même encourageant, on peut dire. 17% des entreprises se retrouveraient à leur niveau d'activité d'avant-crise dans le courant de l'année 2021 et 9% en 2022 au plus tard. Donc voilà, ça permet de situer un petit peu comment les entreprises voient les mois à venir. Si on zoome sur l'impact de la crise sur l'activité, vraiment sur le business de ces entreprises, 3/4 ont été impactés durant la période du confinement. C'est peu surprenant. On l'a dit en introduction, on a des secteurs qui ont été particulièrement touchés. Le bâtiment, puisque ça a été quasiment l'arrêt immédiat des mises en chantier. Mais aussi, bien sûr, café, hébergement, restauration, tout le segment événementiel, l'aéronautique et toute la filière de sous-traitance, on le sait bien dans cette région. Sortie du confinement, près de la moitié de ces entreprises ont vu leur chiffre d'affaires baisser de plus de 10%. C'est pour vous donner un petit peu la profondeur de cet impact de la crise. C'est aussi une baisse de résultats pour environ 60% de ces entreprises. Et tous secteurs confondus, un tiers d'entre elles anticipent un résultat négatif. En parallèle, une hausse de l'endettement, mais
hausse de l'endettement, attention, un petit warning, il y a eu l'effet du prêt garanti d'État, bien entendu, qui a été considérablement activé. Jean-François Dutertre nous disait en introduction que c'est près de 25 000 entreprises dans la région qui en ont bénéficié. Et il faut dire que globalement, c'est un dispositif qui est un succès sans équivalent en Europe pour deux raisons, à la fois sur les volumes qui ont été distribués, mais aussi sur le ciblage. Le PGE a concerné 75% à 75% des TPE et des PME. Donc voilà, un dispositif qui a été très important parce que pas de business, pas de facturation, pas de cash. Donc bien sûr, le problème dans cette crise, c'est l'impact sur la trésorerie. Il a été très clair. Une trésorerie nettement dégradée pour 18,5% des entreprises, c'est ce qu'elles nous ont déclaré lorsqu'on les a sondées. Avec l'impact, le collatéral, c'est-à-dire que quand on n'est plus en situation de confiance par rapport à son activité et par rapport aux perspectives, eh bien, une des premières choses, on va mettre un petit coup de projecteur sur ce qui a été entouré, c'est le report ou la suspension des investissements à 31%. Évidemment, c'est sans surprise parce qu'on investit quand on voit un petit peu plus loin. Et pour cela, je voudrais qu'on zoome sur les trois secteurs d'activité que l'on adresse régulièrement, industrie, services et bâtiments. Depuis la sortie du confinement, nous avons interrogé chaque mois des chefs d'entreprise pour savoir comment ils se rapprochaient de leur niveau d'activité jugé normal. Si on zoome sur l'industrie, on voit qu'au mois de mai, on sort tout juste du confinement. Vous voyez en rouge les Pays de la Loire, 72% d'activité à peu près jugée normale. On bondit à la fin de cet été à 91%. Et puis, effectivement, il y a un petit effet stabilisation à la rentrée. Vous entendez souvent notre gouverneur Jean-François Villeroy de Galhau dire que nous avons un rebond en aile d'oiseau. Je pense que le secteur industriel est assez représentatif, effectivement. Forte reprise d'activité à la sortie du confinement. Et puis là, on stabilise un petit peu, il faut bien le reconnaître, sur le secteur industriel en tout cas. Si on regarde un petit peu ce qui se passe du côté des services marchands, deux choses. On voit là aussi, donc, fin mai, on est à 80% d'activité jugée normale. Et on grimpe fin de l'été, tout près du 100%, 99 et 96 encore à la fin du mois de septembre. Ce qui est prégnant sur ce graphe, c'est le décalage avec le national. Et là, j'ai envie de dire bravo au Pays de la Loire. On a des activités, des entreprises dans les services marchands, certes elles souffrent, mais elles s'en sortent pas si mal. Alors on pourrait s'interroger, pourquoi? Peut-être mieux accompagnées, mieux éclairées. On sait qu'une entreprise qui est bien accompagnée dope sa capacité de développement et de résilience, on le sait bien. Peut-être qu'en creusant, on pourrait trouver ces sens-là. En tout cas, voilà, je trouve que ce slide-là est assez révélateur. Le bâtiment est assez exceptionnel aussi. Bien sûr, on a même décalé le slide à avril. Alors là, l'arrêt des chantiers est très clair. 19% d'activité jugée normale. Et on monte. En juillet, on arrive à 100%. Il faut rattraper le retard. Il faut reprendre les chantiers. Et on arrive même, prévision fin août, à 107%. Donc là, l'effet rattrapage est très prégnant. Et nos dernières enquêtes de conjoncture, puisqu'on a des formats de toute nature, mais notamment mensuels, on est en train de conduire l'enquête à septembre. Sur le bâtiment est très clair, on est obligé de staffer de nouveau, recours à la sous-traitance, recrutement, pour pouvoir effectivement honorer tous ces chantiers qu'on a stockés pendant plusieurs mois. Donc voilà, ça c'est assez révélateur. Et puis, je voulais dire aussi que pour réussir cette reconstruction, eh bien, il y a 3 leviers qui vont constituer ce qu'on appelle un triangle de confiance. Il va reposer sur la confiance des ménages. On sait qu'ils ont beaucoup épargné, une épargne forcée bien sûr pendant le confinement, que c'est un levier de croissance potentiel.
La confiance des entrepreneurs, évidemment, parce que leurs investissements sont importants dans cette reprise et on sait que les investissements des uns font les commandes des autres. Et puis la confiance des banques pour maintenir le financement et accompagner cette reprise. La Banque centrale a son rôle à jouer. Elle fait en sorte d'injecter, elle, des liquidités sur les marchés et pour les banques. Donc, on le sait, un bouclier d'aide publique extrêmement important qui a bien fonctionné. Et puis, voilà, ces 3 leviers vont devoir aussi prendre leur part dans cette reprise. Ce que je voulais dire, c'est qu'effectivement, la Banque de France est un activateur du réseau France Num et qu'à ce titre, elle mobilise 102 correspondants TPE, PME, un par département, métropole, outre-mer. Et ils sont vraiment aussi un point d'entrée à vos dispositions pour écouter, diagnostiquer, flécher, orienter vers les bons réseaux, les bonnes structures, les bons professionnels par rapport à votre situation. Voilà. Merci beaucoup, on peut l'applaudir. Bien, donc après ce premier tour d'horizon, je vais juste vous balayer quelques points de contexte d'un point de vue plus des personnes dont on parle, des organisations et des structures qui sont finalement les sociétés. Et quand on écoute ce matin, donc pour ceux qui ont assisté aux différentes annonces et à la table ronde qui était donc organisée par France Num, on voit qu'il y a un vrai sujet autour de la sensibilisation, de la compréhension de l'impact du numérique, et puis de comment on y va, le chemin pour y aller, par quoi je commence. Et dans des TPE, PME, le dirigeant, il est couteau suisse, il fait beaucoup de choses, ou alors il y a des structures qui l'accompagnent, mais il faut savoir par où on va commencer. Les 3 chantiers de la transformation digitale, et je le suis moi-même vraiment confrontée à ce point-là quand je travaille avec les sociétés que l'on accompagne, c'est déjà cette vision de l'usage. C'est-à-dire que si je ne comprends pas l'un des premiers, où j'ai pas conscience en fait de à quel niveau en termes d'usage pour mon client ça peut avoir un impact, je vais avoir du mal à rentrer dans cette transformation et à donner cette dynamique. Donc cette notion de remettre le client au centre, ce qu'on appelle l'UX plus globalement, user-centric, c'est essentiel. Le deuxième point dans les freins, c'est qu'il faut qu'il y ait l'organisation, qu'on arrive à bouger l'organisation, parce que souvent, le digital vient mettre une couche de process, vient aussi peut-être changer des usages au sein de la structure. Et ça, c'est aussi un point, c'est qu'il faut accompagner le changement, il faut accompagner les organisations pour qu'elles puissent se mettre en mouvement. Donc ça, c'est un autre chantier de la transformation. Le troisième point, c'est que dans la transformation, on ne peut pas le faire seul. Donc il y a des parties prenantes. Ces parties prenantes, il faut trouver les bons partenaires. Et c'est pour ça qu'on nous sollicite, nous, aujourd'hui, en tant qu'activateurs, c'est qu'on a besoin de savoir expliquer, savoir démocratiser des sujets de digitalisation, donc à différents niveaux. Bien sûr, ça peut être sur de l'industrialisation, ça peut être sur du process commercial, ça peut être sur différents sujets. Mais il faut pouvoir, en fait, pour ces entreprises, complètement comprendre vers lesquels partenaires se tourner. Et finalement, dans les propos que je viens de tenir, la technologie, c'est-à-dire le digital en tant que tel, l'outil, il est au centre, mais finalement, il ne vient qu'en une solution au moment donné quand on a traité ce paradigme. Donc l'objectif, c'est finalement d'innover. C'est soit les chantiers, souvent, c'est qu'on passe par une phase d'innovation. L'innovation, c'est qu'on vient de quelque chose qu'on connaissait et on va aller vers quelque chose peut-être qu'on connaît moins et qui va nous faire bouger les lignes. Et pour ça, les 4 points qui sont finalement à hauteur à peu près équivalente en termes de freins, et ça c'est vraiment ressorti aussi ce matin, c'est qu'il y a 4 choses très clés qui font qu'on a du mal à avancer quand on est TPE-PME. C'est d'une part la complexité, parce qu'en fait derrière numérique et digital, on peut mettre beaucoup de choses. Donc par quoi je commence? Quand c'est vrai que, on disait tout à l'heure, Laurent Prétreau disait, les sociétés qui ont déjà mis un pied dans le digital ont vu finalement leur performance, finalement elles ont un peu moins souffert, parce qu'en fait elles avaient déjà une conscience, elles avaient déjà un socle sur lequel se fonder, même si c'était une partie de l'entreprise ou un sujet qui avait été traité. Quand on n'a pas commencé, c'est difficile. Ce premier pas est difficile. La complexité. Le deuxième point, c'est vraiment les compétences internes, parce que c'est vrai que c'est des acronymes, c'est des termes, c'est des choix aussi qui peuvent être structurants sur la technologie. Donc c'est une vraie complexité que les dirigeants ont du mal à aborder. Le troisième point, c'est le manque de moyens. Donc là, on vient aussi de l'aborder avec les aides qui sont débloquées aujourd'hui. Mais on voit bien que c'est le troisième point. Enfin, il est finalement assez proche des autres freins. Et le dernier, la résistance au changement en interne, c'est que tout ça s'accompagne
Parce qu'encore une fois, on a beau mettre du digital, on a beau digitaliser, numériser, c'est l'humain, c'est toutes nos process internes, c'est la façon dont nos entreprises sont structurées qui font qu'on va finalement passer le cap pour réussir cette transformation. J'ai beau mettre un outil en place, si les équipes ne s'en servent pas, se l'approprient pas ou que ça ne correspond pas à l'usage exactement, c'est difficile. Mais dans tout ça, maintenant qu'on a parlé des freins, finalement la bonne nouvelle, c'est qu'encore une fois, on est bien dans l'humain. Ça veut dire qu'on va se parler du moment où on a des retours d'expérience. Il y a des retours d'expérience sur lesquels on peut capitaliser. Et aujourd'hui, quand on parle de la mise en action de la région, de la directe, de toutes les organisations et des associations aussi en local qui portent ces sujets-là de transformation numérique, on voit que finalement au cœur, on veut sensibiliser l'humain à cette transformation. C'est la clé de la réussite du projet. L'humain au sens direction d'entreprise, le dirigeant qui va donner la vision, mais aussi opérationnellement. Et pour ça, ce que je vais donc faire, c'est inviter sur scène pour faire un premier témoignage. C'est ADN Ouest, Jean-Marie Sellette, pour justement nous donner un peu d'informations sur les actions mises en œuvre au sein d'une structure telle qu'ADN Ouest. Hop, oui, on peut se soir. Asseyons-nous. Bonjour à tous. Bien, Jean-Marie, déjà, première question à te poser, c'est déjà, qui es-tu? Qu'est ADN Ouest pour comprendre un petit peu? Oui. Donc, je suis responsable du programme Transition numérique Pays de la Loire chez ADN Ouest. ADN Ouest, il faut savoir qu'on est une association d'experts du numérique. On a plus de 600 adhérents et donc ça nous permet de pouvoir offrir aux clubs d'entreprise et aux chambres consulaires des formats de sensibilisation auprès des TPE, PME en particulier. Et donc ma mission, c'est quoi? C'est vraiment d'aller convaincre les dirigeants de se lancer dans la digitalisation, d'accélérer. Parce que derrière, c'est des enjeux, on le sait, de performance au niveau entreprise et d'emploi au niveau régional. Voilà. Alors du coup, emploi, entreprise, mais déjà, comment se passait ton début d'année? Parce que c'est une année particulière, alors comment elle se passe? Alors si on m'avait dit au mois de janvier qu'on serait dans cette situation-là, je ne l'aurais pas forcément cru. Là, c'est vrai qu'on a été bloqué pendant 3 mois, donc on a dû s'adapter, notamment en innovant avec plus de contenu webinaire. Donc on est allé voir la CCI régionale, notamment la CPME également, pour proposer des contenus. On a co-construit ensemble des sujets qu'on va voir par la suite. Donc vraiment être au cœur des problématiques très concrètes des entreprises. On voit que souvent il y a des problèmes de trésorerie, donc on ne peut pas trop se placer au niveau prospective, mais vraiment être orienté solution. Donc, orienté solution, vous êtes donc un cluster au centre d'un territoire. Comment on fait pour faire vivre les adhérents et sensibiliser alors qu'on est dans une situation qui est particulière? Qu'est-ce que vous avez mis en œuvre? Est-ce que tu peux nous raconter tout ça? Très bien. Donc très rapidement, hop. Ce qu'on a fait, par exemple, sur la Nantes Digital Week, qui avait lieu du 17 au 27, c'est de proposer un contenu data qui a été apprécié, notamment, je me rappelle, d'une toute petite entreprise qui était courtier en assurance. Ils avaient bien saisi l'importance de bien être organisé en termes de cartographie de data, parce qu'ils gèrent énormément d'informations. Et donc ça a été vraiment une réponse très concrète sur un sujet plutôt, on va dire, entreprise à maturité, mais c'est vrai que quand le cœur d'activité est lié à la donnée, c'est un chantier qui peut être prioritaire. Ensuite, deuxième coup de projecteur, c'était sur un chantier, sur une animation d'une demi-journée. Donc vraiment, on essaie d'apporter un maximum de contenu, plutôt en petit comité. En plus, avec le Covid, ça divise par 2 les jauges, donc c'est assez facilité. Et donc là, vraiment, comme tu le mentionnais tout à l'heure, un sujet customer-centric, donc vraiment se mettre à la place du client. C'est vrai que ça paraît pour certains évident, mais dans la pratique, les TPE-PME n'ont pas encore toujours cet état d'esprit. On voit là que nos consultants n'arrivent toujours pas à se passer de post-it, donc on n'a pas encore réussi à les digitaliser pour certains. Donc voilà, data et parcours utilisateur. Et vous allez recevoir donc le support, donc c'est une petite parenthèse avec un takeaway. La Cité des Congrès a organisé la Nantes Digital Week pour Nantes Métropole. Elle nous a mis à disposition un support qui permet d'organiser un événement. Donc si vous, en tant que prestataire, vous voulez vous mettre à plusieurs à organiser un événement, n'hésitez pas à le consulter. Vraiment, ça nous a bien aidé pour l'organisation. Ensuite, donc là c'était mardi à Connect Le Mans. Donc c'est vrai que on arrive à continuer à faire des événements. Là, la salle était assez bien remplie avec Edgar Gros-Piron, qui nous a fait un retour d'expérience par rapport
à son activité qui était basée à la base B2B. Et en fait, il propose maintenant des masterclass au B2C. Donc ça lui a permis de pivoter. Donc là, c'est une innovation client. Il n'y a pas eu forcément un investissement supplémentaire, mais il a réfléchi sur son offre. Et pour information, si vous avez moins de 35 ans, c'est un champion de ski. Je pense à Noémie. Donc ensuite, là c'était l'intervention de Laurent. Donc on avait aussi des gens qui sont venus apparemment des États-Unis. Si vous voyez, il y a un monsieur avec un chapeau, avec des Santiago sans doute. Et sinon, donc Tristan Nito, qui est intervenu l'après-midi. Là c'était intéressant aussi. Je pense que les TPE et PME ont apprécié le message qui était aussi d'être lucide, voire extra-lucide par rapport à ce nouveau monde, puisque les modèles économiques sont différents. Il a expliqué que voilà, les plateformes ont des techniques très particulières, parfois de désintermédier souvent les entreprises, ceux qui font. Donc c'était assez intéressant aussi de travailler sur ce côté stratégie. Voilà. Donc c'est un grand oui, mais avec un mais. Et donc il a invité les entreprises à s'interroger sur l'écosystème pour pouvoir continuer à travailler en 2020. Et là, te rappelles-tu, c'était Connect Le Mans l'année dernière. On n'avait pas de masque, on avait des fascicules en papier. Donc là, maintenant, c'est interdit. Donc c'est vrai que c'est assez particulier, mais ça fait quand même plaisir de pouvoir retrouver les clients et les prestataires en réel. Voilà. Et ça, c'était hier après-midi. Donc comme tu l'as dit, hein, là, on est sur la partie organisation. On parle des suites collaboratives. On nous a même demandé ce que c'était une suite collaborative. Donc, tout simplement, il y a deux gros acteurs, Microsoft et puis Google. Ça permet d'être plus efficace, de travailler ensemble, d'oublier les emails, de se passer du téléphone. Et ça permet vraiment d'accélérer pour mieux innover. Et ça, c'est quelque chose qui est abordable, puisqu'on est en mode SaaS. Donc, ça veut dire qu'on peut maîtriser le budget. Donc, c'est vrai qu'il y a des choses, je peux comprendre que les entreprises ont des freins. Là, celle-ci, c'est vraiment un prérequis pour pouvoir aller de l'avant et innover et s'adapter au contexte qui est très particulier. Et donc on avait organisé cet événement avec Caroline Garcin, qui a pu également présenter les offres que va présenter Laurent tout à l'heure, puisqu'il y a aussi des dispositifs qui permettent de financer la partie conseil de ce type de projet, puisqu'il y a quand même une partie toujours à ne pas négliger, c'est la partie accompagnement au changement, et je pense que là, on est tous d'accord. Donc là, c'est juste une illustration d'un travail avec La Roche-sur-Yon et la CCI Vendée. Là, on a proposé en fait un contenu sur la stratégie. Donc stratégie, on est vraiment à donner du sens, donner une vision aux dirigeants. Et là, on voit que ces adhérents ont réussi à digitaliser les post-it avec une animation klaxon. Et ça permet de garder cette convivialité, cette co-construction qu'on recherchait en physique. Et donc là, on se projette au mois de novembre. On est à Angers, donc la Connected Week. Il y a une journée de transition numérique. Là, comment on a fait pour accrocher les TPE-PME? On s'est vraiment basé sur des personas, donc le côté user-centric, avec 3 parcours. Un parcours plutôt RH, parce qu'on voit que c'est très transverse et la RH a tout son rôle là-dedans. Un parcours commercial, parce que c'est le nerf de la guerre. C'est pas Anne qui va me contredire par rapport à ton activité. Et puis un 3e persona plus technique. Donc vraiment comme ça, on a fait 3 parcours. On a invité des réseaux, notamment le DCF, qui vont faire leur soirée de clôture le soir pour vraiment croiser et pas rester entre nous, parce que ça peut être un petit peu le danger. Très bien. Un mot pour la fin avant que je reprenne la main pour la suite. Eh bien, je pense que c'est important de garder la relation. Faites juste très attention parce que c'est vraiment la sécurité en premier. Donc là, vous voyez, on a le gel. C'est vraiment important de continuer de proposer du contenu. On le voit, Nantes Digital Week, tous ces événements, on a fait vraiment le maximum Connect Le Mans pour maintenir. Et on pense que voilà, faut vraiment, par l'humain, par les rencontres, on arrivera à convaincre le dirigeant de TPE-PME. Merci beaucoup pour ce premier retour d'expérience. Donc on a eu une contextualisation un petit peu globale au début et puis là un retour vraiment, vous avez vu, très terrain. On a balayé finalement beaucoup de nos départements et de nos territoires. Ça montre qu'il y a une vraie toujours continuité dans cette sensibilisation. Aujourd'hui on va revenir vraiment sur le point d'orgue de ce qui a été annoncé et je vais appeler sur scène Christophe Laurin
de la Directe pour introduire donc cette première phase des annonces qui ont été faites ce matin. Je vais également donc demander à Laurent Prétro d'intervenir donc tout à l'heure pour dérouler un peu plus avant donc l'ensemble des aides, et puis Hélène Massot viendra également nous rejoindre. Donc je vous propose peut-être de vous installer d'ores et déjà, et puis je vais laisser Christophe du coup commencer par introduire. Donc allez-y, n'hésitez pas. Merci Anne. Oui, donc je suis Christophe Laurin, je travaille donc à la Directe avec Jean-Christophe et donc sous l'autorité de Jean-François Dutertre qui a ouvert la journée. Revenons, oui, sur les mesures, les dispositifs, je dirais, concrets qui vont vraiment là demain et dans les prochains mois être mis en œuvre. Alors un rappel sur ce qu'a rappelé Jean-Christophe sur la garantie de prêt bancaire, 715 millions. Là l'idée c'est de sécuriser les banques et c'est d'abaisser leur frilosité sur leur disposition à accorder des prêts. Donc l'État garantit donc en cas de défaillance de celui qui contracte le prêt à hauteur donc de 715 millions. Les banques ont rappelé qu'elles étaient d'accord, ont confirmé leur intérêt pour accorder donc ces prêts dès la fin de l'année. Donc, ok, go, on y va. Donc, des prêts destinés donc à la transformation numérique des entreprises. Bon, voilà. Ensuite, et après, je rentre dans les mesures qui couvriront les 61 millions d'euros. Mais il y a également quelque chose qui existait déjà, qui avait déjà été mis en place par la Directe Île-de-France et avec la CCI, CCI France. C'est un fun MOOC dont le nom, alors c'est ma TPE, un rendez-vous avec le numérique. C'est un fun MOOC qui avait bien fonctionné il y a 2-3 ans, je crois que c'était par là, 2017, et donc qui a été remis au goût du jour, adapté, nettoyé, et voilà. Donc ça va être un fun MOOC qui va se dérouler sur 4 semaines, il y aura 3 sessions en 2021. Donc voilà, c'est financé par CCI France, la CMA France, la Directe Île-de-France, et donc ça sera pour 2021. Maintenant, s'agissant des fameux 61 millions d'euros pour France Num, qui ont été décidés dans le cadre du plan de relance, on va avoir pour l'instant 2 dispositifs qui vont pas tarder à être lancés. Le premier, c'est un diagnostic numérique qui va être proposé par nos partenaires de la CCI et de la CMAR, enfin, des chambres de métiers et d'artisanat. L'idée, c'est d'apporter un diagnostic numérique d'une valeur de 300 €, mais qui sera pris en charge totalement en intégralité par l'État. L'idée, là, c'est de proposer ça en 2021. Je reprends les chiffres parce que j'ai du mal avec les chiffres, je ne retiens pas bien. Donc là, c'est d'engager 6 millions d'euros en 2020-2021 et formation action. L'idée, c'est de toucher en masse et de manière collective par secteur, ou par thématique d'activité, ou par secteur géographique. Un projet, un besoin qui est identifié dans une filière ou dans un secteur géographique, je me répète, et de proposer en contrepartie par rapport à ce besoin une action de formation qui serait portée à la fois donc par un prestataire privé et par un institutionnel, genre par exemple la CCI ou la CMAR. Voilà. C'est en train de se monter. L'appel au projet va être opéré par la BPI France. Il y a un budget de 19 millions d'euros qui va être réservé pour cet appel à projet. Là, il y a peut-être des choses à faire au niveau des activateurs qui sont peut-être spécialisés plus particulièrement dans la formation. Donc voilà, ça c'était pour les 2 grands dispositifs qui sont mûrs et qui vont arriver sur le marché. Il y en aura bien sûr d'autres, mais qui sont en cours de gestation. Voilà, j'ai fait le tour.
Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette introduction. Donc, on voit bien qu'il y a des choses qui se mettent en place, des choses qui existent déjà aussi, puisque le bilan, le diag numérique était déjà existant au sein des CCI. Donc, on voit qu'il y a des choses qui vont vraiment aussi pouvoir reprendre toute leur place avec un accompagnement financier particulier. On va du coup maintenant rentrer vraiment dans le détail. L'objectif, encore une fois, c'est qu'on soit suffisamment, nous, activateurs, au courant de ces aides, de façon à pouvoir bien les relayer, les utiliser, puisque c'est aussi une des attentes majeures de ce plan de relance, de pouvoir utiliser les aides qui sont en place. Et pour cela, on va donc travailler, on va partager, ou Laurent Prétraud va nous présenter en tout cas l'ensemble des aides. On va juste caler le retour d'écran, ce sera plus simple. Donc je vous laisse la main pour présenter. Merci. Donc j'attends que ça se cale. Ça doit. Bon. Du coup, on va avoir la présentation. Voilà, très bien. Donc les dispositifs régionaux dont j'ai parlé brièvement tout à l'heure. En réalité, évidemment, donc ça s'inscrit dans un parcours de digitalisation de l'entreprise, et c'est ce que j'ai évoqué, avec une première partie donc, qui touche à la sensibilisation, au travers d'un certain nombre d'ateliers, de conférences, d'événements, comme c'est ici présenté. Et puis, donc, avec le soutien régional, là, on a par exemple 1600 entreprises donc, sensibilisées en 2019, avec ce soutien sur différents dispositifs, dynamiques, KPA numérique, etc. Puis cette partie conseil, donc j'ai bien évoqué que notre vision, c'est vraiment cette vision de stratégie au niveau de l'entreprise. Donc avec un fort impact grâce à PDL Conseil pour les TPE-PME, donc avec donc une taille inférieur à 250 ETP et un chiffre d'affaires inférieur à 50 millions d'euros. Au-delà, on est sur d'autres dispositifs, notamment. Donc, mise en place d'outils sur des process internes, sur des choses qui touchent vraiment à l'organisation, sur donc le besoin, justement, on a vu dans les présentations précédentes que on n'est pas forcément, quand on est chef d'entreprise, expert sur les questions du numérique. On l'est pas nécessairement sur tous les sujets qui composent l'offre de l'entreprise, mais là c'est vrai qu'il y a souvent besoin d'un accompagnement qui nous permette sûrement de mieux définir nos besoins et du coup d'avoir ce process engagé dans l'entreprise. Donc ce PDL Conseil, il permet justement de la mise en place d'outils, des études, des choix de stratégie de développement notamment, et puis des accompagnements de façon très concrète, individuelle notamment, ici comme c'est indiqué, sur les commerçants. On vous a parlé tout à l'heure de commerce du futur, d'un ensemble de possibilités en fonction des segments touchés. Au-delà du conseil, donc, nous avons la partie investissement, puisque on sait bien que si on veut profondément impacter l'organisation de l'entreprise, on n'est pas là sur des questions de matériel, on est plus là sur des questions de mode opératoire, et du coup on a voulu accompagner la réflexion et la stratégie d'entreprise avec la possibilité d'avoir accès à un financement sur des investissements de logiciels notamment. On parle ici de RP, par exemple, d'outils collaboratifs, d'outils de CAO, bref, c'est-à-dire des choses qui vont réellement venir impacter l'organisation et le mode opératoire de l'entreprise. Donc ici, toujours pareil, sur les petites entreprises, ici encore un petit peu plus ciblé, moins de 50 équivalents temps plein, et des chiffres d'affaires donc inférieurs à 10 millions d'euros notamment, avec des structures qui ont plus de 2 ans d'existence. S'il vous plaît, oui. Oui. Non, on va le voir juste après en fait. Ce sont des financements. On va le voir un petit peu après. Puis évidemment, tout ceci donc dans le cadre de la transition numérique avancée ou plus ciblée, avec des appels à manifestation d'intérêt, AMI. J'ai cité tout à l'heure l'industrie du futur, où la région des Pays de la Loire est très, très développée, très avancée. Le commerce du futur, bien sûr, et le premier AMI numérisation sur 2020. Donc voilà la structure de ce parcours de digitalisation que l'on propose notamment aux entreprises des Pays de la Loire.
Pour ce qui concerne les dispositifs notamment, donc là, et vous avez donc ici les réponses, monsieur, à vos questions, Pays de la Loire conseille pour l'usage numérique. Donc là, on cible, comme je l'ai dit, les petites et moyennes entreprises, donc inférieures à 250 TP et 50 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est un dispositif donc, qui vise à cofinancer une prestation de conseil ou d'audit autour de cette thématique de numérisation, et évidemment qui doit permettre aux chefs d'entreprise d'arriver sur la décision en ce qui concerne l'investissement. Donc ça, c'est une subvention qui peut donc aller jusqu'à 15 000 euros d'aide avec 50% des investissements retenus éligibles. On a ici accompagné 102 entreprises, notamment pour un montant d'aide de plus de 800 000 euros. Donc c'est vraiment un dispositif qui trouve, là encore, sa justification dans ce parcours et auprès de ce public. Oui, je vous entends, oui. Les cabinets de conseil sont référencés ou c'est l'entreprise qui les choisit? Hélène, vous allez pouvoir compléter sur des... Je vous en prie. Oui, c'est bon, ça marche. Non, donc nous, on n'a pas de référentiel de cabinet conseil. Hein. C'est l'entreprise, elle, qui choisit son prestataire. Enfin, on considère que c'est l'entreprise qui est à même de savoir ce qui est le mieux pour elle. Donc on lui laisse le choix de choisir son prestataire. Donc le deuxième volet, Pays de la Loire investissement numérique. Donc là, on a vu le public cible, donc moins de 50 TP, un chiffre d'affaires donc inférieur ou égal à 10 millions d'euros. Un dispositif donc toujours bien sûr orienté sur des solutions numériques, qui est adossé donc aux investissements immatériels, je le disais tout à l'heure, hein, orienté logiciel, progiciel notamment. Et de la même façon, subvention jusqu'à 15 000 euros d'aide, qui donc représente donc 50% des investissements retenus éligibles. Ici, 619 entreprises accompagnées, notamment pour plus de 6 millions, c'est ce que je citais dans mon intervention du départ. Donc voilà, donc un système qui fonctionne bien et qui continue effectivement de connaître un vrai succès. Donc ça, c'est important que les opérateurs, les conseils, etc., aient bien ces éléments en tête pour pouvoir également les relayer. Je crois qu'il y a une question également, madame. Bonjour, je voulais simplement savoir si le nombre d'entreprises accompagnées, c'est depuis le début que le dispositif existe, ou bien si c'est une cote sur une année, par exemple. Non, c'est depuis que le dispositif existe. Donc on voit qu'on a encore évidemment une certaine marge de progression, mais effectivement, oui, après voilà, 2017, il faut le temps que les choses se mettent en place et que du coup tout arrive à descendre jusqu'à la réalité et à la réalisation des prestations. Vous parlez des entreprises. Est-ce que les organismes publics ou semi-publics, les collectivités, les mairies, etc., sont éligibles aussi, ou est-ce qu'elles ont un autre fonds destiné au public? Donc là, elles ne sont pas éligibles à ces dispositifs ici. Là, on est vraiment sur une cible de TPE, PME, et il y a ensuite d'autres dispositifs qui permettent de faire les relais avec les autres types de structures, publiques notamment. Il y avait une question devant également, monsieur qui lève la main. Et n'hésitez pas, si vous êtes sur Internet, il y a la possibilité de poser vos questions dans le chat. Oui, je voulais savoir s'il y avait des seuils minimaux. Vous avez évoqué l'antériorité de 2 ans pour l'existence des entreprises. Certaines structures ont des besoins qui sont somme toute relativement limités et les budgets ne sont pas forcément énormes. On est sur des budgets de quelques centaines, voire quelques milliers d'euros. Alors pour Pays de la Loire Investissement Numérique, on est sur un seuil minimum de 5 000 euros hors taxe de dépenses. Donc voilà, et pour Pays de la Loire Conseil, on est sur 4 000 euros de seuil minimal. J'ai une autre question. Alors n'hésitez pas à vous présenter avant. Oui, alors, bonjour, Simon Rabouille, Agile RH. J'avais une question sur ces dispositifs. Est-ce que vous avez déjà pu identifier les secteurs d'activité qui étaient particulièrement intéressés, ou est-ce que finalement c'est un peu tout secteur d'activité, les demandes? Alors oui, on a majoritairement des secteurs de l'industrie,
secteur de l'industrie, secteur des services, principalement, au jour d'aujourd'hui. Le BTP également. Et puis après, à la marge, on a quelques entreprises du tourisme ou de l'ESS également. On va compléter par une question qui nous arrive donc sur le fil du chat de Laetitia Pubert. Comment, donc bonjour déjà, comment est-ce que les entreprises sollicitent ces aides ? Alors ces aides, généralement, les entreprises sont ont soit tout simplement consulté le site de la région et sont venues directement vers nous, mais on a aussi les développeurs économiques de l'agence Solutions & Co qui se font le relais sur le territoire. Donc là, les entreprises peuvent directement les contacter. Ils ont un site internet Solutions Développement où vous aurez après les coordonnées sur une prochaine slide où là ils sont à la disposition des entreprises pour les guider, pour les renseigner si le dispositif correspond à leurs besoins et puis également pour les aider à compléter leur dossier aux besoins. On va pouvoir compléter effectivement avec des informations qui seront reprises sur les slides suivants. Et alors je vois une autre question qui arrive, vous souhaitez la passer maintenant ou Oui, on peut la faire effectivement. Est-ce que les entreprises peuvent accéder directement à l'aide investissement numérique ou doivent-elles impérativement passer par un consultant ? Alors les deux aides sont déconnectées. On peut faire soit le conseil, soit l'investissement, soit les deux. Ça peut être. Là-dessus, il n'y a pas d'obligation. Donc je pense qu'il y avait effectivement aussi dans la question l'intervention ou non des activateurs, des personnes extérieures aux différents organismes. Est-ce qu'il faut qu'ils passent par un activateur ou est-ce qu'ils peuvent vous solliciter ? Ils peuvent vous solliciter directement à Solutions Éco ou région. Oui, non, ils peuvent directement nous solliciter ou solliciter Solutions Éco. Il n'y a pas de souci. Oui, c'est la réponse en fait qu'un des chatters à apporter. Donc au-delà de PDL conseil et investissement numérique, donc ensuite on rentre dans des programmes plus spécifiquement dédiés à des pans des secteurs d'activité, notamment sur la question de l'industrie du futur. Donc là, en fait, nous avons donc mis en place une stratégie pour véritablement aider à la modernisation des process de production, particulièrement destinés pour le coup là aux PME ayant véritablement une activité principale de production. Donc on a évidemment un très large panel d'éligibilité. On parle de l'automatisation, de l'organisation industrielle bien évidemment, l'optimisation des consommations, etc., etc. Il y a la question des technologies immersives, tout ce qui touche à la réalité virtuelle, bien entendu, et augmentée, la digitalisation 3D, la gestion des données, etc., l'intelligence artificielle et bien d'autres, sachant que sur notre territoire, les 5 départements qui composent les Pays de la Loire ont chacun une ou des spécificités sur la question de l'électronique industrielle sur la région d'Angers, sur la question de la réalité virtuelle, par exemple, sur la Mayenne. Bon, bref, je ne vais pas tous les citer, mais on a ce maillage territorial qui permet véritablement de mobiliser un ensemble de territoires, d'acteurs et de compétences pour pouvoir justement aller sur ces questions d'industrie du futur. Donc là, on a un soutien régional qui se décline selon les 3 volets qui sont ici présentés. D'abord, tout ce qui touche à la faisabilité, c'est la partie diagnostic, avec une subvention donc qui peut aller jusqu'à 80% du montant hors taxe d'un conseil externe, et c'est plafonné à 23 000 €. Ensuite, on a une phase d'expérimentation, preuve de concept. Donc là, c'est un prêt à taux nul et ou une subvention selon les cas, avec un plafond donc à 40 000 €. Et puis enfin, le déploiement opérationnel. Donc là, c'est un prêt qui est couplé, dans certains cas, là encore, à une subvention. Et ça peut aller jusqu'à 400 000 € en complément de financement privé. Donc là encore, la région permet d'impulser la démarche, toujours avec cette vision d'audit, puis ensuite de preuve de concept et évidemment de mise en opération du système. Donc là, je ne vois pas de questions sur ce sujet.
De la même façon, donc on a créé un AMI pour le commerce, donc appelé Commerce du futur. Donc là encore, on veut bien sûr encourager la mise en œuvre donc de solutions et d'initiatives innovantes en matière de commerce. On a vu tout à l'heure, ça a été expliqué par Madame de la Banque de France sur notamment le secteur marchand qui s'est plutôt bien tenu dans les Pays de la Loire. Peut-être que, et même probablement, que ce dispositif y est pour quelque chose. Donc les bénéficiaires, ce sont des entreprises qui exercent une activité commerciale, une activité artisanale ou technologique, plutôt une PME, des unions artisanales ou commerciales, des fédérations professionnelles, des collectivités territoriales et des équipements publics, et puis des projets éligibles qui sont plutôt innovants, bien sûr, avec une valeur technologique marquée, forte, de nouveaux services, par exemple, offerts aux consommateurs, la question du e-commerce pour des structures marchandes de tailles diverses et variées, mais qui peuvent développer des véritables solutions innovantes, la capacité à créer du flux, et notamment, on a des enjeux sur l'ensemble d'un territoire, que ce soit sur des zones plus rurales ou plus urbaines ou rurbaines. Les besoins ne sont pas les mêmes et on doit pouvoir adapter justement des dispositifs qui permettent à chacun, en tout cas, de pouvoir intégrer le numérique comme un outil du développement. Alors, je vais profiter d'avoir le micro pour vous poser une question. On parle des commerçants, du e-commerce. Est-ce qu'on est sur du B2C, du B2B? Est-ce que c'est forcément de la vente directe, de la vente en ligne? Alors, ce qui est visé principalement dans la AMI Commerce du futur, c'est qu'il faut déjà au mieux avoir une dimension collective. Donc c'est vrai que les projets qui ont pu être sélectionnés dans le cadre du premier AMI Commerce du futur, on retrouve beaucoup de marketplace, de click and collect par exemple, voilà, et quelque chose qui peut être assez innovant pour le territoire en fait. Donc il y a un deuxième AMI qui va être lancé en 2021. Qui là est un peu plus axé sur pour booster vraiment le e-commerce. Donc là, quand on parle de e-commerce, on ne parle pas juste simplement d'une entreprise qui met en place un site e-commerce. Là, on sera plus dans Pays de la Loire investissement numérique. Là, on est vraiment sur des projets un peu plus collectifs, innovants pour un territoire. Oui, bonjour. Jamie Sini, AAC Innovation, cabinet de conseil et organisme de formation au Sable d'Olonne. Merci. Donc oui, je disais, donc collectif, par exemple, une association de commerçants qui voudrait fédérer et mettre en place une marketplace sur son territoire. Exactement. C'est le type de projet qui pourrait potentiellement rentrer dans le cadre de cette AMI. Qui porte le projet? Le président de l'association? Un commerçant? Qui Là, dans ce cas-là, ça peut être un président d'association, ça peut être aussi un EPCI qui décide de ce projet. Vraiment, par rapport aux bénéficiaires, comme on peut l'indiquer, ça peut être plusieurs types de porteurs de projets. Si on fait le parallèle entre industrie du futur et commerce du futur, on voit qu'ici, on a une dimension qui est beaucoup plus marquée sur le territoire. Donc c'est vrai qu'on est ici beaucoup plus attaché à apporter des solutions qui permettent à des commerçants, on va dire de proximité, à trouver des solutions par de la mutualisation de moyens, par des mutualisations de solutions, pour justement pouvoir continuer à se développer. Et c'est souvent effectivement lié à des projets de territoire. C'est pour ça qu'il y a souvent des exemples avec des EPCI, enfin des structures publiques justement qui peuvent porter des projets de ce type-là. Juste pour information, j'étais en régie et donc on a 23 personnes qui sont connectées en streaming et nous sommes 24 présents, donc merci d'être venus. Vas-y Anne. Bien, et donc pour finir, je crois que c'est la dernière slide, l'AMI donc sur la numérisation des entreprises, ce que j'évoquais tout à l'heure, donc qui est véritablement en cours de lancement. Donc là, on veut, l'objectif est donc de désigner en fait des opérateurs qui auront donc une mission qui s'articule donc autour des 3 axes suivants, à savoir contribuer à la sensibilisation des entreprises régionales, à la transformation numérique et ainsi développer leur compétitivité, impulser des projets de numérisation.
et donc le développement de synergies avec des acteurs de la filière. Donc là, on est vraiment dans des opérations croisées et maillées, afin donc justement de développer et d'assurer de nouveaux relais de croissance, et puis assurer une diffusion et un accès aux actions sur l'ensemble du territoire. Donc on est vraiment dans un AMI où le maître mot, c'est véritablement le collectif. En fait, on veut vraiment avoir un ensemble d'acteurs qui puissent porter des projets qui permettent justement d'aller sur cette sensibilisation numérique. Hélène, vous avez peut-être des choses à dire en complément ou des précisions à apporter? Oui, donc l'AMI vient tout juste d'être lancée, donc pour l'instant, on n'a pas encore de retour à faire dessus, mais c'est vrai que là, comme vous le disiez, l'aspect collectif est important, mais aussi on attend de cette AMI des moyens d'action un peu innovants, parce que c'est vrai que la crise nous a montré qu'on pouvait travailler différemment, qu'on pouvait toucher aussi les publics différemment. Voilà, comme Jean-Marie le disait tout à l'heure, on a mis en place des webinaires, alors qu'avant on faisait tout en présentiel. Il y a peut-être d'autres moyens pour toucher les chefs d'entreprise. Donc on aura un petit regard sur cet aspect-là. Aussi sur des moyens de prospection permettant en fait de diffuser largement sur le territoire de la région, parce que c'est vrai qu'il y a des territoires qu'on va pas dire oubliés, mais qui n'ont pas accès à autant d'offres et à autant de formations, donc il y a des chefs d'entreprise tout simplement qui sont pas au courant, donc ils ne vont pas forcément chercher et se retrouvent en fait un peu démunis. Et souvent, ce qu'on remarque, c'est que beaucoup de chefs d'entreprise, lorsqu'ils nous demandent déposent des dossiers dans le cadre d'investissement numérique ou de conseil, des fois, ils n'ont pas vraiment de stratégie numérique claire. Et donc, c'est pour ça aussi que cet AMI serait important pour permettre aux chefs d'entreprise de construire une vraie stratégie numérique. Et enfin, on mettait en place, on voulait mettre en avant aussi certaines thématiques un peu ciblées dans le cadre de cette AMI, des choses un peu innovantes sur les nouveaux méthodes de travail, la conduite du changement, parce que c'est pareil, hein, la crise nous a appris à travailler différemment. Également sur la cybersécurité, parce que ça va devenir quelque chose de très important et qui va se développer de plus en plus. Hein. Le télétravail a été notamment un des accélérateurs de la mise en place de la cybersécurité. Et puis le numérique vert également. Pour l'instant, c'est une thématique qui est peu développée et qui nous semble aussi intéressante. Je ne me suis pas présenté tout à l'heure. Je suis Frédéric Libaud, je suis dirigeant d'une ESN sur le Castelbriantais. Accessoirement aussi administrateur et référent pour les Pays de Loire et la Bretagne de Sinov Numérique, qui est un des syndicats de branche membres de France Num, et donc active acteur de France Num, et aussi structure référencée sur cybermalveillance et référent cybersécurité. Alors vous voyez, j'ai pas mal de casquettes. Sur la question cybersécurité, moi j'emploierais plutôt le terme hygiène numérique vis-à-vis des TPE, PME, et plus particulièrement des artisans commerçants. Aujourd'hui, en dehors d'actions de financement de la région, que concrètement va faire la région pour sensibiliser dans les territoires ces acteurs-là, parce qu'aujourd'hui, ils sont au ras des pâquerettes et confrontés à des problématiques pratiques très simples d'usage. Donc on est vraiment sur une articulation, un axe usage hygiène numérique, pour parler simplement. Il ne faut pas leur parler de technique, ce n'est pas leur métier, ce n'est pas leur domaine. Il faut les sensibiliser aux risques et leur expliquer comment, avec des pratiques très simples, très orientées organisation, on peut éviter 80 à 90% des risques. Or aujourd'hui, on a une structure qui s'appelle cybermalveillance au niveau national, qui peut intervenir dans les territoires, qui est peu sollicité, je le regrette. Il faut dire aussi qu'il y a une problématique de financement, tant au niveau national qu'à des niveaux plus en dessous. Ceci étant, c'est un enjeu économique essentiel. Effectivement, c'est vrai que c'est quelque chose qui est très, très courant pour les TPE-PME de se faire donc attaquer. Donc si vous avez des ressources, on pourra les ajouter au support qui sera envoyé. Oui, bon, je ne répondrai pas précisément avec une proposition là, à vous donner tout de suite. Simplement, nous travaillons, alors on présente ici des dispositifs, en l'occurrence à destination de TPE, PME, d'entreprises, mais on travaille avec un ensemble de partenaires
ADN Ouest en est un par exemple, qui vont eux-mêmes, dans la mission qu'on leur confie, travailler sur des sujets plus transversal, celui par exemple que vous évoquez, évidemment, est une réalité. Nous n'avons pas, nous, forcément développé une compétence, voire un dispositif spécifique pour répondre très précisément à ce point. Par contre, il est dans la feuille de route de nos partenaires, et j'en suis sûr, ils pourront certainement le dire, justement, d'aborder des questions de sécurité, d'emploi, etc., etc. Donc je ne réponds pas précisément à votre question, mais on peut évidemment avoir une action sur le territoire qui ne soit pas nécessairement le résultat d'un dispositif précis par rapport à une problématique, mais de sujets qui sont portés plus largement par un ensemble de partenaires. Et en l'occurrence, ici, je pense que ce sont des points qui font partie de la démarche qui peut être portée par des gens comme ça. Mais ça mérite certainement qu'on puisse au moins s'en assurer et en tout cas regarder ça d'un petit peu plus près. Hélène, je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire en complément, peut-être pas. Il faut venir à la Connected Week le 4 novembre. Ça sera abordé sur le parcours technique. C'est vrai que c'est un sujet qui est vraiment structurant pour nous dans les chantiers prioritaires. Ouais, c'est bon. Oui, puis typiquement, ce type de thématique pourrait faire l'objet justement d'une formation action, justement, massif et collectif, sur l'échelle d'un territoire. Typiquement, on est dedans là. Moi, je crois personnellement que les EPCI sont la bonne cible. Oui, je crois personnellement que les EPCI sont la bonne cible. Et aujourd'hui, dans les territoires, je pense qu'il y a une difficulté pour les EPCI en termes de développement économique d'appréhender cette thématique-là. Clairement, parce que même les professionnels, et là je parle en connaissance de cause, on a du mal à faire passer un certain nombre de messages. On fait un certain nombre d'efforts, donc on balaye devant notre porte. Mais on a aussi besoin pour la filière d'être accompagné, d'être aidé par des structures plus importantes à plus haut niveau. Oui, tout à fait. On pourrait imaginer un consortium EPCI et un prestataire privé, donc orienté sur ces thématiques de cyber, d'hygiène, de sécurité, et de proposer ça donc aux ressortissants de l'EPCI. Oui, tout à fait. Oui, puisqu'on entend dans votre intervention, c'est qu'évidemment on parle de cybersécurité, mais évidemment en fonction de la taille, de l'activité même de l'opération, on n'est pas dans le même degré de besoin. Donc évidemment à ce moment-là, on a là aussi un ensemble de moyens pour opérer qui sont complémentaires, on va dire. Donc, ce qu'on voit bien, c'est que les questions, elles sont quand même très pratiques. Et quand on parle de pratique, justement, les contacts, ce serait effectivement important de bien les connaître pour pouvoir tout simplement actionner. Oui, absolument. Alors, il y a un site internet véritablement à connaître, c'est entreprise au pluriel paysdelaloire.fr, qui est un portail justement qui vous permettent d'arriver sur les aides qui sont disponibles. Il y a bien sûr les développeurs économiques des territoires. Il y a un conseil régional, mais chaque région a son agence en fait de développement. Donc là, sur l'ensemble du territoire, on a un ensemble de développeurs économiques qui concrètement tous les jours sont au contact des entreprises pour pouvoir justement porter, connaître d'abord l'entreprise, comprendre des besoins et puis pouvoir créer les passerelles, les conditions pour que les dispositifs, les propositions puissent être portés. Et puis ensuite, pour tout ce qui concerne Pays de la Loire Conseil numérique, investissement numérique ou l'AMI numérisation, vous avez ici donc les coordonnées du pôle croissance bleue et numérique à la région. Donc le 02 28 20 56 70, je suis sûr que le téléphone sonne déjà, et donc une adresse mail numérique@paysdelaloire.fr. Pour l'AMI du futur, l'AMI industrie du futur, pardon, donc le pôle industrie à la région, c'est le même numéro de téléphone, ça tombe bien, et donc l'adresse mail est industriedufutur@paysdelaloire.fr. Et puis pour ce qui concerne l'AMI commerce du futur, donc c'est le pôle artisanat commerce, artisanat-commerce @paysdelaloire.fr. Et Hélène a un portable, mais je ne le donnerai pas maintenant, sinon vous allez être assaillis de demandes, je ne vais pas vous faire ça. Voilà.
Donc une vision assez globale des dispositifs avec ce parcours de digitalisation de l'entreprise. On voit que les sujets ils sont vastes, mais que finalement les TPE, PME, elles ont des sujets très pratiques et pragmatiques. On parlait de la cybersécurité, c'est évident qu'on n'est pas sur des mêmes problématiques si on a 200 ETP dans son entreprise ou si on est 3. Et la notion de l'accompagnement, du conseil et de l'organisation peut parfois prévaloir sur des solutions digitales. On va maintenant rentrer justement dans une petite, pour finir cette intervention et cette table ronde, un point de concret. Je propose du coup à Hélène Massot de prendre la parole pour nous exposer quelques exemples et quelques points concrets auxquels sont confrontés les dirigeants et ce qu'ils recherchent dans les leviers numériques. Alors moi, oui, je vais évoquer avec vous les aides qui aujourd'hui sont les plus demandées auprès de la région. Donc ce qu'on voit surtout dans les demandes, c'est que pour les dirigeants, le numérique, c'est vraiment un levier pour gagner du temps. Chaque fois, on nous dit que c'est pour gagner du temps, pour gérer mes activités à un même endroit, pour que ce soit beaucoup plus simple, diminuer aussi forcément les coûts, et puis en dernier point, fidéliser les clients. Aujourd'hui, 60% des demandes qu'on a, c'est je veux acquérir un ERP, je veux acquérir un CRM, la CAO ou de la production. Voilà, vraiment, ça tourne vraiment autour de ça. On voit bien que les demandes sont orientées business. En fait, les dirigeants veulent un retour rapide et visible. Donc, c'est vrai que ce genre d'investissement, c'est la première pierre, j'ai envie de dire, lorsqu'on se lance dans une stratégie numérique. Alors, on a quelques demandes de logiciels métiers spécifiques à l'activité de l'entreprise. Je citerai par exemple une entreprise qui suit des chantiers, qui a besoin de mettre en place un logiciel de planning, une application mobile pour le suivi de ses chantiers. Voilà, ça c'est notamment pour un cas particulier. Voilà, aujourd'hui, après, ce chiffre aussi s'explique par le fait que notre cible sur PayLaller Investissement Numérique, c'est les entreprises de moins de 50 salariés et moins de 10 millions de chiffre d'affaires. Pour autant, le PayLaller Conseil, on est sur une tranche plus élevée, donc de 50 millions de chiffre d'affaires et de 50 salariés. Donc une entreprise un peu plus grande peut aussi nous demander un conseil pour acquérir un ERP, par exemple. Une entreprise dit, ben voilà, je veux revoir mon système d'information, mais je vois pas du tout ce qui peut convenir à ma méthode de travail. On peut les accompagner sur un audit, un conseil sur ce genre de thématique. Donc voilà pour les aides les plus demandées. Aujourd'hui, les aides, les thématiques peu sollicitées qui pour nous vont monter en flèche et puis qui, à notre sens, font maintenant beaucoup plus sens après la crise. Beaucoup d'entreprises ont dû être agiles à s'adapter au changement dans cet environnement qui était vraiment imprévisible. Donc c'est vraiment ces trois thématiques-là qui, depuis la crise, depuis le confinement, sont ressorties. Le e-commerce, énormément de structures nous ont appelés pour voilà, je ne peux plus vendre, je ne sais plus comment faire, j'ai besoin d'un site e-commerce. Donc voilà, ça c'est possible d'accompagner les structures, c'est possible de financer, mais aujourd'hui c'est peu sollicité. Donc voilà. Également les outils collaboratifs. On commence à avoir quelques demandes sur cet aspect, mais c'est encore un peu timide. Pour autant, des outils collaboratifs, c'est pas seulement acquérir une solution pour le télétravail ou pour faire de la visio. Il y a d'autres outils collaboratifs qui sont possibles, collaboration de projet, communication collaborative. Voilà, on a eu quand même quelques sollicitations d'entreprises qui nous ont dit qui ont été complètement dépassées durant le confinement, qui n'ont pas su faire face. Et aujourd'hui, notamment le e-commerce, un projet qu'ils avaient pour dans 1 an, 2 ans, et en fait ils ont dit non, c'est maintenant, il faut qu'on le fasse maintenant parce que sinon on va pas réussir à faire face. Donc voilà, et puis on évoquait la cybersécurité. L'hygiène numérique aussi, c'est un thème, un terme en effet qui est peut-être plus approprié pour les plus petites entreprises, pour les TPE, PME. Nos dispositifs sont mobilisables pour mettre en place notamment un conseil. J'ai besoin de savoir où j'en suis sur ma sécurité, sur
sur mon hygiène numérique. Et puis, s'il existe des outils, notamment des logiciels et des solutions immatérielles pour se prémunir, l'investissement numérique peut également répondre à cette thématique de cybersécurité. Voilà. Et on évoque également l'AMI numérisation des entreprises. La cybersécurité, l'hygiène numérique peut être des actions qui peuvent se retrouver justement dans le cadre de cet appel à manifestation d'intérêt. Vous parliez des collectivités. Pourquoi pas, les collectivités pourraient nous proposer des plans d'action à destination des entreprises pour les sensibiliser justement à cette sécurité. Oui, bonjour, une petite question. Je m'appelle Pierre Plissonneau, je suis auto-entrepreneur à Nantes. En fait, j'accompagne des PME qui vendent en B2B dans leur transition e-commerce. Donc, je suis intéressé par l'axe e-commerce que vous avez évoqué. Je voulais savoir s'il y avait des conditions à remplir pour être éligible au programme pour le e-commerce. Non, pour la société. Je parle moi, oui. C'est mes clients que je guide vers votre offre, en fait, enfin, votre aide. Et pour parler très concrètement, au bout de combien de temps ils ont un paiement, comment ça fonctionne aussi cette aide? Alors là, on parle donc de Pays de la Loire Investissement Numérique pour la création d'un site e-commerce. Donc l'entreprise nous dépose un dossier. La réponse est assez rapide, sous 2 à 3 semaines. Suite à ça, en fait, on leur envoie voilà, un courrier officiel d'attribution et le paiement peut intervenir sous 1 mois. Alors après, pour les conditions, donc forcément, on les accompagne sur un projet. Donc il faut réaliser le projet pour pouvoir obtenir la subvention. Mais une fois que voilà que l'entreprise nous justifie de son investissement, eh bien voilà, le paiement peut intervenir sous 1 mois. Oui, je vais un peu compléter aussi la question. En fait, moi, j'accompagne déjà des entreprises, on se connaît. Donc j'ai sollicité la région pour des aides. Très bien, c'est assez rapide, ça fonctionne, donc je peux voilà, en témoigner. En revanche, j'ai parfois des clients ou des contacts, on va dire, prospects qui me contactent pour me dire je sais qu'il y a des aides, j'en ai entendu parler, et est-ce que vous pouvez m'aider? Mais moi, j'ai déjà le cahier des charges, on l'a fait en interne. Donc comment, aujourd'hui, est-ce que c'est possible d'avoir comment dire, une aide régionale investissement numérique quand on a fait son cahier des charges en interne, sans avoir besoin d'un consultant. D'accord, donc on imagine qu'une entreprise avait besoin d'un ERP, il a fait son audit lui-même, et ben il peut tout simplement déposer sa demande d'investissement numérique, il n'y a pas de souci. À partir du moment où... Enfin, voilà, là-dessus, c'est pas obligatoire pour l'investissement numérique d'avoir fait un conseil, sinon ça serait un peu restrictif. Et puis il y a des entreprises qui n'ont pas forcément les moyens de faire les deux. Donc en fait, c'est pour ça que les deux sont bien dissociés. C'est un peu, comment dire, ils nous contactent pour qu'on les aide à monter le dossier, parce qu'eux n'ont pas le temps, n'ont pas on va dire, les compétences ou même la possibilité un cahier des charges, ça va être fait dans un document Word, tout simplement, etc. Ils pensent qu'ils ne vont pas avoir ces aides, donc nous contactent, moi me contactent en l'occurrence, et moi quelque part ma plus-value, elle est, voilà, c'est vrai que je ne sais jamais comment me comporter face à ce genre de demande. Oui. Est-ce que justement il ne faudrait pas imposer qu'il y ait un consultant qui soit, alors c'est une question, hein, est-ce qu'un consultant n'est pas obligatoire justement parce qu'il a un œil extérieur, il va donner son expertise, apporter son œil extérieur. Perspicace. Oui, alors, bon, même si on peut partager effectivement le fait qu'un regard extérieur va forcément apporter quelque chose de plus, on ne peut pas contraindre de cette manière-là. La question, c'est effectivement d'avoir la partie conseil d'un côté, la partie investissement de l'autre, parce qu'elles ne sont pas d'abord corrélées nécessairement en termes de temps. Il peut y avoir une première étape conseil, puis plus tard une étape investissement. Bon, après, si les gens vous contactent, ben, c'est déjà bien, c'est qu'ils vous connaissent. Donc, déjà, vous avez cette notoriété qui est un plus. Ensuite, bon, dans la grande majorité quand même de ce que l'on reçoit, vous me corrigez si je dis des bêtises, on a quand même des entreprises qui sont accompagnées d'une partie conseil
et d'une partie investissement numérique et qui ne vont pas décider toutes seules, comme ça, par un développement interne d'un ERP, ou qui sont quand même des sujets assez sensibles, on va dire, et qui engagent en tout cas l'avenir. Donc, quand même, dans l'immense majorité, ça passe malgré tout par un binôme entreprise utilisatrice et société qui va pouvoir justement apporter cet accompagnement. Oui, puis également les développeurs économiques de Solutions Enco sont là pour les accompagner. En fait, c'est vrai que quand ils nous appellent pour avoir un peu plus d'informations ou pour même être accompagnés dans la démarche, les développeurs économiques sont là pour ça aussi. Donc on essaie de... Alors moi, je suis là pour répondre aux demandes. Voilà, c'est la région également ou le développeur économique de Solutions Enco. Ouais. Après, il y a une question. Il y a une question qui peut être aussi également posée, c'est une société qui fait une réponse ou qui souhaite solliciter PDL investissement numérique et qui intègre effectivement dans le dossier qu'elle va vous transmettre un accompagnement à la mise en œuvre, parce que l'exécution dans l'entreprise est aussi important que le choix d'une solution. Enfin, on sait bien qu'il y a. Donc, est-ce que ça ne répond pas aussi à cette question de mise en œuvre et est-ce que finalement, dans investissement numérique, il n'y a pas aussi ces notions de, tout simplement, d'accompagnement dans la mise en œuvre dans l'entreprise? Alors oui, je vais prendre l'exemple très courant de l'ERP. Généralement, quand l'entreprise dépose un dossier, il y a dans les dépenses prévues forcément les coûts de logiciel, de paramétrage, de formation, et aussi toujours une petite, enfin pas toujours, mais on va dire 80% du temps, une petite brique gestion de projet ou accompagnement. Alors c'est pas le cœur du projet, parce que sinon on serait dans le plaidoyer conseil dans ce cas, mais forcément on livre pas juste le logiciel à l'entreprise, et donc du coup c'est le prestataire qui accompagne l'entreprise propose généralement cette prestation. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le Pays de la Loire conseil, c'est véritablement pour apporter une réponse au chef d'entreprise qui ne sait pas ce qu'il doit faire. Et donc là, on est déjà, quand on parle de RP, on est déjà sur la solution. Donc on est déjà passé par la case conseil, ou alors on a des gens qui connaissent parfaitement et qui n'en ont pas eu besoin, mais en tout cas qui ont eu la capacité à définir quel est leur besoin. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de prendre l'ensemble du parcours et de dire on s'adresse à ces fameuses entreprises qui ne savent pas, qui n'ont pas le temps, qui n'ont pas les connaissances, etc. et pour qui numérique, ça représente une montagne impossible à franchir. Et là, justement, on va apporter une capacité d'aide pour financer ce conseil, cet audit, en fait, qui va ensuite permettre d'aller sur la définition d'une solution. Et cette solution, elle sera accompagnée par Pays de la Loire Investissement Numérique. Donc une société qui vous appelle et qui sait déjà qu'elle a besoin d'un ERP, elle ne passe pas par la partie conseil, parce qu'on suppose qu'elle a déjà eu le conseil, ou en tout cas elle sait. Et donc elle passe directement sur investissement numérique. Et évidemment, dans le déploiement d'une solution comme celle-ci, il y a forcément une notion d'accompagnement qui va plus ou moins loin en fonction, encore une fois, des besoins. Mais vraiment, cette première partie de conseil, c'est qu'est-ce que je dois faire par rapport au numérique, dans ma situation, par rapport à mon entreprise, etc. Sur la partie conseil, pour être très clair, aujourd'hui, dans les très petites structures, je dis bien les très petites structures, l'achat de prestations de conseil, c'est pas du tout une pratique habituelle. C'est bien pour ça qu'on le pousse, parce que on est persuadé que, vous avez remarqué que dans mon intervention du départ, j'ai beaucoup parlé de stratégie d'entreprise. Parce que la clé est là, en fait. On a des chefs d'entreprise, surtout dans des petites structures, qui sont au four et au moulin, et qui n'ont pas forcément, souvent pas le temps nécessaire, et l'expérience et les réflexes, etc., pour prendre les bonnes décisions. Et donc ce bloc de conseil, il est, de notre point de vue, assez essentiel. Après, est-ce que les entreprises y recourent suffisamment d'elles-mêmes? Probablement pas. Mais en tout cas, c'est nous une démarche qu'on intègre dans ce parcours de digitalisation. Et donc, il faut pouvoir s'en saisir justement. Et moi, je pense qu'une entreprise qui vous appelle en disant « tiens, j'ai besoin d'un ERP », bon, très bien, mais ça vaut le coup probablement, vous le faites j'imagine, de les challenger pour savoir s'ils ont véritablement ce besoin-là à ce moment-là, et il y a peut-être autre chose à réfléchir, ou tout au moins une étape
préalable, merci, à mettre en œuvre. C'est pas vraiment une question, mais c'est plus une observation par rapport à ce que vous nous avez présenté, Hélène. Je m'aperçois que les thématiques plus sollicitées, c'est pour gagner du temps, fidéliser des clients. Ça en dit long quand même sur le chemin qui reste à parcourir en termes de sensibilisation pour que ça devienne un levier de croissance. En thématique peu sollicitée, le e-commerce. Donc aujourd'hui, c'est pas encore intégré véritablement. Ça veut dire qu'on n'intègre pas non plus, d'une certaine manière, les nouveaux codes de consommation, le multicanal, etc. Et donc, voilà, je trouve que le diagnostic que vous posez là nous donne du signal sur la manière dont il va falloir rencontrer ces petites entreprises, leurs dirigeants surtout, et leur expliquer que la digitalisation, c'est pas simplement fidéliser, c'est aussi augmenter potentiellement. Oui, on est véritablement là sur des questions de croissance en réalité. Mais on s'aperçoit bien que c'est au sortir de la crise que ces thématiques-là sont devenues évidentes pour un certain nombre d'acteurs qui finalement considéraient que le e-commerce, bon ok, c'était les grands dont je ne vais pas citer les noms ici, mais ça ne les concernait pas. Et puis en réalité, du jour au lendemain, c'est un vecteur qui leur devient évident. Donc oui, il y a beaucoup d'éléments encore à passer pour cette question de croissance. Bien, s'il n'y a pas d'autres questions, si, il reste une question, alors on va... Du coup, je crois qu'il y en avait, deux en sur fait. YouTube. Oui, je me demandais comment vous faisiez-vous, comment vous faites connaître auprès des TPE. C'est pas évident en fait pour des consultants indépendants comme nous d'aller adresser toutes les TPE. Est-ce que vous avez organisé des événements, des sortes de speed dating ou autres pour faire présenter le dispositif et faire en sorte que ces gens-là prennent conscience à un moment et puissent assez vite rencontrer des gens qui vont leur faire avancer dans la bonne voie et poser les bonnes bases? Alors, je disais tout à l'heure qu'un des axes que l'on a décidé de renforcer à la sortie avec ce plan de relance, c'est notamment la communication. Donc, on sait que la communication, on a beau en faire, on n'en fait jamais assez. Il y a un ensemble de moyens de communication, il y a un ensemble de partenaires, de relais qui permettent justement de faire. On a parlé des développeurs économiques, mais il est évident que pour toucher toutes les TPE d'un territoire donné, c'est l'aiguille dans la meule de foin, quoi, en fait. Donc, il n'y a que par l'ajout finalement de petites briques et d'intervenants qu'on peut arriver véritablement à espérer de porter à la connaissance du plus grand nombre les dispositifs. Si déjà on arrive à faire en sorte que entreprise au pluriel, pays de la Loire.fr, si je dis pas de bêtises, ce soit ça qu'on arrive à véhiculer, ça sera déjà pas mal parce que ça permettra au moins d'avoir un point d'entrée. Et on le martèle depuis maintenant plus de 3 ans. Mais bon, il reste évidemment encore beaucoup de développement à mener là-dessus. Si je peux juste faire un complément, donc avec le programme ADN for Change, même si vous n'êtes pas adhérent à ADN West, n'hésitez pas à me contacter. Si vous avez un sujet déjà, un club d'entreprise qui est identifié, nous on se met à disposition pour organiser un petit peu, rendre attractif le sujet. Donc n'hésitez pas. Et je rebondis juste là-dessus. Je disais évidemment, il y a la région, il y a l'agence de la région, mais la région, c'est tout un ensemble d'intervenants, de partenaires, de prestataires que l'on soutient financièrement avec une feuille de route, des objectifs sur 1 an, sur 2 ans, sur 3 ans. L'exemple d'ADN West est un très bon exemple et on va couvrir un ensemble de problématiques sur lesquelles ils ont à la fois des réseaux, à la fois des compétences, à la fois des présences territoriales, etc., etc. Donc il y a beaucoup d'afterwork, beaucoup d'événements qui sont proposés par nos partenaires sur les différents territoires. Et c'est aussi ça, quoi, en fait. C'est voir comment, une fois que les dispositifs existent, on arrive véritablement à les diffuser en utilisant le maximum de canaux possibles. C'est ça, voilà. On les construit très souvent avec les CCI ou avec les CMA. Enfin, vraiment, faut vraiment faire du réseau et puis vous identifier qui a envie de bouger. Vraiment, il faut être curieux et puis pas hésiter à aller parler au tissu économique local.
Mais véritablement, moi je suis convaincu que le chef d'entreprise, y compris d'une TPE avec peu de personnes, etc., qui veut trouver une réponse à une question, on est quand même dans un monde aujourd'hui où il y a moyen de trouver un certain nombre de canaux, d'éléments pour la réponse. Donc je crois vraiment que c'est dans les deux sens. En tout cas, cette entreprise paysdelaloire.fr, je pense vraiment que c'est ce qu'il faut qu'on ait tous à l'esprit et qu'on relaie partout avec nos réseaux sociaux, etc., tout ce qu'on est capable d'utiliser. Bien, a priori, il n'y a pas d'autres questions. Donc, je vous remercie beaucoup. Merci Hélène, Christophe, Laurent. On va pouvoir, et je vous propose de retrouver votre place, on va pouvoir juste conclure. Donc, on l'a vu dans cet après-midi, les événements qu'on a vécus en début d'année, en fait, ont exacerbé les travers qu'on pouvait avoir dans l'organisation ou tout simplement ont marqué la nécessité de digitaliser. Aujourd'hui, avec cette action France Num, et on voit avec les activateurs, encore une fois, les activateurs, c'est complètement gratuit, c'est une façon de mettre en avant des expertises au sein des territoires et de les activer. Donc voilà ce qui est ressorti un petit peu de notre après-midi. Je vais laisser Jean-Marie et puis, Christophe, avant cela, conclure sur cet après-midi. Oui, donc merci Monsieur Prétrault. Je rappelle que France Num est une initiative donc soutenue par l'État et la région. On a la chance d'avoir une région proactive et volontaire, donc ça mérite d'être souligné. Pas mal de sujets ont été ouverts et je pense qu'il y a matière à s'organiser. Je vous propose peut-être en début d'année prochaine un atelier sous forme de webinaire. Voilà, je reviendrai là-dessus. Donc merci à vous. Je vous propose de conclure, sauf peut-être Jean-Marie, tu as peut-être un petit point avant de... Merci à tous. Donc on va dire au revoir aux personnes qui nous suivaient via YouTube. Et donc ensuite, on va pouvoir passer à la partie réseau. Ce que je vous invite éventuellement, c'est si vous avez des thématiques que vous souhaitez échanger. Donc on a déjà identifié quelqu'un qui était sur la sécurité. N'hésitez pas. Levez la main si vous êtes prestataire du numérique, pour qu'on apprenne un petit peu à se connaître. Donc peut-être la moitié. Si vous êtes profil plutôt expert comptable, banque, voilà. Et si vous ne faites pas partie de ces profils, est-ce que vous souhaitez vous présenter? Donc on a Noémie de la région, voilà. Quelqu'un qui est arrivé hier à la région, voilà. On a Franz Jarry qui est directeur général d'ADN Ouest, qui est là. Voilà. N'hésitez pas si vous avez envie de présenter, si vous avez une actualité. Donc moi je suis Caroline André de Seine de la CCI Nantes-Saint-Nazaire et j'interviens sur le conseil numérique. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres institutionnels qui souhaiteraient se présenter? Je pense qu'on a dû faire le tour. Très bien. Écoutez, je pense que c'est le moment d'aller prendre le café assis. Merci à tous.